C'était en juillet dernier dans le golfe du Mexique, au large de la Louisiane. Craig Mattern organise des parties de pêche et il n'a pas eu le moindre client depuis le 20 avril dernier. Ce jour-là, une plateforme pétrolière exploitée par BP, Deepwater Horizon, a explosé et fait naufrage, déclenchant une gigantesque marée noire. En attendant le retour des clients, Craig visite régulièrement ses zones de pêche préférées. Nous sommes dans la baie de Timberley, autour de l'île Casquette. Vous voyez le boudin de protection tout autour qui est souillé par le pétrole? Normalement, à cet endroit, il y a plein de petits poissons. Il y a des oiseaux qui plongent pour les pêcher, des truites de mer qui viennent à la surface. C'est un endroit génial pour pêcher. Vous voyez des poissons sur votre sonar? Honnêtement, je ne vois rien en ce moment. La situation est pire un peu plus au large. 3 mois après l'explosion, le problème est loin d'être résolu. Juste en face, c'est vraiment dégueulasse. Les flaques de pétrole viennent selon le courant ou la météo. Il y a des jours où c'est propre, d'autres jours c'est très sale. Pourtant, normalement, ici, ça grouille de poissons. Je n'avais jamais vu autant de pétrole depuis que je viens ici. Deepwater Horizon, c'est la pire catastrophe environnementale que les États-Unis aient connue. L'explosion de la plateforme a déversé 5 millions de barils de pétrole dans le golfe du Mexique. Le président Obama a évoqué un 11 septembre écologique, tout en essayant régulièrement de rassurer sa population. We will fight this spill with everything we've got for as long as it takes. We will make BP pay for the damage their company has caused. Aujourd'hui, la catastrophe est devenue un scandale. Elle n'implique pas seulement BP, mais toute l'industrie pétrolière et les plus hauts responsables politiques du pays, jusqu'à la Maison-Blanche. Notre enquête commence à Grand-Île, en Louisiane, un des endroits les plus touchés par la catastrophe. Dans ce petit port, c'est la pêche aux crevettes qui fait tourner l'économie locale. En cette fin juillet, la plupart des bateaux sont à quai. Cela fait plus de 3 mois que la pêche est interdite pour cause de marée noire. Dean Blanchard, 51 ans, est l'un des plus gros marailleurs de la région. Chaque année, il fournit 11% des crevettes consommées aux États-Unis. Mais depuis le 20 avril 2010, son hangar de tri est vide. Son entreprise est au chômage technique. Ici, c'est la machine à glace. Normalement, elle devrait fonctionner. Les tapis devraient être en route. Toutes les machines devraient fonctionner ici. Vous verriez des chariots partout. Vous auriez du mal à tenir debout. C'est la folie ici. Parfois, les mecs se cognent, ils se hurlent dessus. Il y a une ambiance incroyable. En temps normal, vous auriez combien de kilos de crevettes et combien d'employés? 90 employés et 225 tonnes de crevettes par jour. Et aujourd'hui? 6 employés et 0 crevettes. Ce soir, Dean a rendez-vous à la salle municipale de la ville. Depuis 3 mois, BP organise régulièrement des réunions publiques avec les habitants pour les informer sur les indemnisations proposées et la progression du nettoyage. Dean a entendu dire que l'opération pourrait bientôt se terminer et que BP voulait plier bagages. Je veux qu'ils s'engagent publiquement à ne pas partir avant de tout avoir nettoyé. Ils essaient de s'en aller pour faire des économies et ne pas terminer le boulot. Ah, je vois que le chef de la police est là. Ça va être tendu. Vous êtes prêts? Dans la salle municipale, une quarantaine de pêcheurs, restaurateurs et d'autres habitants de Grand-Île attendent de pied ferme l'homme de BP. En cas d'incident, la police locale veille. La compagnie pétrolière a déjà déboursé plus de 4 milliards de dollars en frais de nettoyage et en dédommagement. Mais cela ne suffit pas à calmer les esprits.
Comme à chaque réunion, Jason, le jeune délégué local de BP, fait profil bas. Sans aucun doute, c'est un événement tragique. Une tragédie économique, environnementale et aussi humaine. Nous sommes en discussion avec tous les commerçants locaux pour évoquer les problèmes qui demeurent. C'est important qu'on parle des indemnisations aussi. J'en ai assez. Vous m'avez volé mes crevettes, les poissons, mon business de glaçons. Nous souffrons tous. Depuis la marée noire, j'ai toujours les mêmes factures. Et ce n'est pas avec ce que BP m'a donné que je vais réussir à les couvrir. J'ai réduit mes frais fixes au minimum. Comment imaginez-vous qu'un homme puisse vivre avec 10% de ce qu'il gagne en temps normal ? Arrêtons de rigoler. Vous me ruinez pour le reste de ma vie. Je ne reverrai pas de crevettes avant ma mort. Je le sais. Je peux comprendre votre frustration, mais je n'ai pas la réponse à toutes vos questions. La note s'annonce salée pour BP. L'État américain estime à 20 milliards de dollars minimum les indemnisations dues par la compagnie aux habitants, l'équivalent d'une année de profit. Sans compter les dépenses de publicité et de relations publiques, comme Jason, plus de 50 millions de dollars. Nous retrouvons le représentant de BP à la sortie de la réunion. Je dis souvent on est désolé. À ma première réunion publique, j'étais très ému quand j'ai fait mes premières excuses. Je venais d'arriver et de voir le vrai impact sur la population, c'était difficile pour moi, personnellement. Le message le plus important est de dire qu'on est là pour longtemps. La confiance, ça se mérite, et ça se mérite avec le temps. Entre BP et la population, l'heure n'est pas à la confiance. De nombreuses ONG de défense de l'environnement soupçonnent la compagnie de ne pas dire toute la vérité, notamment sur le nettoyage du pétrole. Jonathan Anderson est un militant écologiste de la Nouvelle-Orléans. Il s'apprête à faire son 15e vol au-dessus du site de l'accident. Équipé de son appareil photo, il documente chaque semaine la progression de la marée noire. Malgré les efforts des gardes-côtes et de la compagnie, pendant plusieurs semaines, le pétrole a coulé plus vite qu'on ne pouvait le nettoyer. À chaque vol, on voyait encore plus de pétrole. La nappe couvrait une surface de plus en plus grande. Et avec le temps, on a même pu voir le pétrole de la Terre. À la fin, la nappe a presque rejoint la côte. Voici les photos que Jonathan a prises lors de ses premiers vols sur les lieux du drame. Du pétrole, il y en a partout. On arrive bientôt. Plus que 5 minutes. Arrivés sur la zone de l'accident, nous constatons que la situation s'est nettement améliorée. La mer est bleue. C'est ici que la plateforme Deepwater Horizon a explosé 3 mois auparavant, avant de couler. Sous nos yeux, les plateformes de forage de secours installées par BP. À la mi-juillet, la compagnie a affirmé avoir colmaté les fuites de pétrole. 10 jours après cette annonce, Jonathan reste sceptique. Ça, c'est du pétrole là-bas. Vous voyez les taches marron? Il reste beaucoup de pétrole. Il monte. Ça veut dire qu'il reste une fuite quelque part. Le jeune militant n'est pas rassuré. Il s'interroge sur les conséquences à long terme sur la faune et la flore sous-marine. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on ne sait pas vraiment où se trouve le pétrole. Et on n'étudie pas la question. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe sous la surface. C'est un désastre sans précédent dans le Golfe. Voici les images que les gardes-côtes américains ont filmées de l'explosion qui a entraîné la marée noire. Pendant 2 jours, la plateforme Deepwater Horizon s'est transformée en une torche, alimentée par une gigantesque fuite de pétrole et de gaz. Les sauveteurs ont été les spectateurs impuissants du drame et ils n'ont pas pu empêcher la disparition de 11 hommes d'équipage. Pour comprendre les raisons de l'accident,
Notre enquête nous amène à Houston, au Texas, la capitale américaine et mondiale du pétrole. Toutes les grandes compagnies, même les compagnies étrangères, ont leurs locaux ici. ExxonMobil, Chevron, Total ou BP, classé numéro 3 mondial. C'est dans cette ville que nous retrouvons 2 survivants de l'accident, encore traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Léo Lindner, 44 ans, a travaillé plus de 4 ans sur la plateforme Deepwater Horizon en tant qu'ingénieur. Ryanair n'a que 25 ans, mais il travaille dans l'industrie pétrolière depuis 4 ans. C'est un expert en ciment. Les 2 hommes ont accepté de témoigner en présence de leur avocat. Ce 20 avril, le jour de la catastrophe, ils viennent de terminer leur journée de travail et se reposent dans leur cabine. À 21h40, un bruit étrange attire l'attention de Ryan. Au départ, j'ai pensé qu'il relâchait du gaz. C'est un bruit difficile à décrire. Ça faisait comme un grand souffle. Et puis tout à coup, il y a une petite explosion assez loin de nous, suivie d'une coupure de courant. Dans le haut-parleur, le responsable de la sécurité gueulait « Au feu, au feu, au feu ! Il y a un feu sur le pont !» Là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit « C'est pas bon !» Je dormais et l'alarme générale m'a réveillé. J'ai entendu « Attention, ceci n'est pas un exercice ». Au feu, au feu, au feu. Je me dirigeais vers le couloir quand il y a eu une énorme explosion. Je me suis levé, j'étais en caleçon, et le mur de ma chambre n'était plus là. J'ai eu une montée d'adrénaline. Je me demandais si la plateforme était en train de couler. J'ai vu Don Clark, un assistant de forage. Après l'explosion, normalement, d'instinct, on s'enfuit de l'endroit. Mais lui, il est monté vers le pont. Personne sur le pont n'a survécu. Malgré la panique, Ryan et Léo réussissent à se faire évacuer vers un navire de sauvetage. Sur ces images des gardes-côtes, les secouristes élitreillent les blessés graves. À ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait 11 mecs qui manquaient à l'appel. On savait qu'ils étaient encore sur la plateforme. C'était comme si on voyait brûler notre famille et notre maison, et ça a duré 12 heures. Tout le monde était tétanisé. Léo ne se remet toujours pas de la perte d'un de ses amis qui avait pris sa place ce soir-là sur le pont. Ça aurait dû être moi. J'aurais dû être en service. Deux jours plus tard, Deepwater Horizon coule dans le golfe du Mexique. La marée noire commence, et avec elle, la polémique. BP est accusé de ne pas avoir respecté certaines règles de sécurité. Avant l'accident, vous avez eu le sentiment que la compagnie avait pris des libertés avec les règles de sécurité pour gagner du temps? Gagner du temps. Je suis un peu mal à l'aise avec cette question. Exact. Vous n'aimez pas cette question. Vous êtes un peu mal à l'aise ou très mal à l'aise? Un peu. L'ingénieur n'en dira pas plus. Son avocat ne souhaite pas qu'il aborde les causes de l'accident. Il réserve son témoignage pour les tribunaux. Pour découvrir ce qui s'est passé avant l'explosion meurtrière, nous prenons rendez-vous à la Nouvelle-Orléans avec un journaliste du Times-Picayune, David Hammer. Une enquête a été ouverte par le Congrès des États-Unis et il a suivi toute l'histoire depuis le premier jour. Après de nombreux retards, BP avait hâte de finir ses forages et de commencer à produire du pétrole sur le site. Selon les prévisions de BP, le chantier avait 43 jours de retard. C'est ce qui ressort des documents de l'enquête. Faites le calcul. $1 million par jour pour la plateforme et tous les sous-traitants. Ça fait plus de $40 millions de manque à gagner. Alors, il y avait beaucoup de pression financière. Voilà des images de la plateforme peu avant l'accident. Pour faire des économies, BP cherchait à gagner du temps à tout prix selon l'enquête du Congrès, quitte à faire des choix risqués. Exemple, dans les jours précédant le drame,
les ingénieurs de BP hésitent sur le nombre de cales nécessaires pour centrer le tuyau de forage dans le puits. BP avait le choix entre utiliser 6 cales ou, s'ils suivaient les recommandations de leurs sous-traitants, 21 cales. L'étude du sous-traitant indiquait qu'avec 21 cales, BP minimisait le risque d'avoir des problèmes. Or, la décision a été prise avec le siège de BP à Houston de n'utiliser que 6 cales. Cette pièce de l'enquête relate une discussion qui se passe par email entre la plateforme et le QG de BP à Houston, seulement 4 jours avant l'accident. Ça leur aurait pris 10 heures pour installer les 21 cales, plus le prix de l'exploitation et le prix de la main-d'œuvre des sous-traitants. Dans le mail, les employés parlent clairement du facteur temps. Et le temps, c'est de l'argent. Un autre ingénieur de BP dit « C'est bon, on s'en moque. Nous aurons probablement un bon résultat pour le ciment. » C'est ce qu'il dit littéralement. Le surcoût aurait été de 500 000 $. Alors ils ont pensé obtenir un meilleur rapport qualité-prix avec seulement 6 cales. L'enquête du Congrès sur Deepwater Horizon accuse BP d'avoir fait d'autres économies, notamment en annulant un test d'étanchéité le jour même de l'accident. Cerise sur le gâteau, cette énorme valve de sécurité, le Blow-Up Preventer, un engin de 450 tonnes que l'on voit ici extrait de l'eau en septembre dernier, un matériel indispensable à la sécurité du puits, n'avait pas été révisé et n'a pas fonctionné. Il n'y a pas une explication précise où vous vous dites « s'ils avaient fait ce choix-là, rien ne se serait passé ». C'est l'accumulation de plusieurs problèmes, l'un après l'autre, plus la faillite de la valve de sécurité qui a provoqué cette tragédie. Ce n'est pas la première fois que BP est mis sur la sellette. Avant l'explosion de Deepwater Horizon, la société pétrolière a déjà été poursuivie par la justice américaine pour des problèmes de sécurité. Retour à Houston, dans le Texas. Nous rencontrons un avocat spécialisé dans les affaires pétrolières, Tony Busby. Il représente 19 survivants de l'explosion. Et il a déjà affronté BP sur d'autres affaires. BP est la pire société que j'ai jamais connue. Ils prennent plus de risques que n'importe quelle société. Ils privilégient les profits avant même la sécurité des gens. C'est facile à dire, mais c'est la réalité. On en a eu la preuve à plusieurs reprises. Dernier exemple en date, celui-ci. En 2005, à 60 km de Houston, 15 personnes sont tuées et 170 personnes blessées dans cette raffinerie BP de la ville de Texas City. L'enquête dévoile alors de nombreux manquements aux règles de sécurité. Après avoir payé près de 400 millions de dollars au gouvernement américain, l'entreprise a finalement échappé à un procès fédéral. Mais BP s'était aussi engagé à améliorer la sécurité. Aujourd'hui encore, sur ce panneau devant l'usine, on peut lire « La sécurité, ce n'est pas cher, ça n'a pas de prix ». Un engagement qui n'a apparemment pas eu les effets escomptés, ni sur place, ni à Washington. La compagnie a été pendant plusieurs mois la cible de manifestations de la part d'ONG écologistes. Dans leur ligne de mire, le PDG de BP de l'époque, Tony Hayward. En mai dernier, Tony Hayward est convoqué par une commission d'enquête du Congrès sur les causes de la catastrophe. Le PDG avait promis une révolution en matière de sécurité. Les membres du Congrès ne l'oublient pas. Il va passer un mauvais quart d'heure. Monsieur Hayward, quand vous avez été nommé PDG il y a 3 ans, vous avez dit que la sécurité serait votre priorité absolue. Vous avez dit « je vais me focaliser sur ce problème ». Sur votre site internet, on peut lire « la sécurité des opérations est essentielle à notre succès ». Pensez-vous que BP a tenu la promesse que vous avez faite il y a 3 ans en devenant PDG ? Depuis que je suis PDG, nous avons fait beaucoup de progrès.
Nous avons été très clairs avec nos équipes que sur la sécurité... Avez-vous tenu votre promesse? Et nous avons fait de grands changements. Nous avons changé. Vous avez fait de grands changements, mais maintenant il y a une catastrophe dans le Golfe. Ça veut dire que vous n'avez pas tenu votre promesse? L'une des raisons pour laquelle je suis tellement ému... Vous pouvez répondre par oui ou par non. Je m'en moque que vous soyez ému ou pas. Je veux savoir si vous avez tenu votre promesse. Nous nous sommes focalisés sur la sécurité de nos opérations. C'est un fait. Cloué au pilori au Congrès, la compagnie l'est tout autant dans la rue. Tyson Slocum, spécialiste des questions d'énergie pour l'ONG Public Citizen, demande justice et ne mâche pas ses mots. Quand vous mettez le bordel, vous êtes responsable et redevable pour ça. Ils sont redevables financièrement et judiciairement. Parce que ce que BP a fait est un crime. C'est une société qui a volontairement ignoré les lois environnementales à tous les niveaux. Que ce soit pour les oléoducs, les raffineries ou le forage, littéralement chaque secteur de cette société britannique a enfreint les lois américaines. BP a déjà plaidé coupable pour 2 chefs d'inculpation concernant l'environnement. BP a préféré payer plus de 700 millions de dollars d'amende au gouvernement américain. Pour se débarrasser de son image de pollueur, BP avait tenté de changer d'image depuis longtemps. Son ancien logo avait disparu en 2001 pour être remplacé par celui-ci, un joli soleil jaune et vert. Et dans cette publicité pour la presse écrite, une plateforme pétrolière se couvre d'arbres. Le message écolo est clair. British Petroleum devient Beyond Petroleum, au-delà du pétrole, de quoi faire rêver. Cette campagne publicitaire a été un grand succès. Il y a un an, quand vous demandiez aux Américains leur avis sur BP, ils répondaient que BP était écologique, une société qui s'intéressait à l'environnement. C'était une campagne en totale rupture avec la réalité. Aujourd'hui, BP est la cible de centaines de plaintes pour ses manquements aux lois et règles liées à la catastrophe Deepwater Horizon. À plusieurs reprises, nous avons demandé à interviewer un responsable de la compagnie sur les causes de l'accident. La société a refusé et nous a renvoyés à une enquête interne publiée sur son site. Selon ce texte, l'accident ne serait pas imputable à une seule erreur technique ou humaine. Il serait dû à une accumulation d'erreurs et de malchance de la part de BP et de ses sous-traitants. Bill Snape est l'avocat d'une ONG écologiste. Pour lui, le pétrolier est loin d'être le seul responsable de la marée noire dans le golfe du Mexique. BP est clairement fautif. À cause de ça, ils vont devoir payer 20, 30, 40 milliards de dollars. Mais au fond, il n'y a rien de surprenant dans l'attitude de BP, car d'une certaine façon, BP a réagi comme on pouvait s'y attendre. C'est une grosse société vorace dont le boulot pour ses actionnaires est de sortir le plus de pétrole possible. Évidemment, sans enfreindre les lois. Mais c'est comme ça que le système capitaliste américain fonctionne, pour le meilleur ou pour le pire. Moi, je pense pour le pire. Celui qui a vraiment failli, c'est le département de l'Intérieur. C'est aujourd'hui le principal accusé de la marée noire derrière BP, le ministère de l'Intérieur, en particulier son agence en charge du pétrole, le MMS, l'Agence fédérale des ressources naturelles. Installé dans ses bureaux à Washington, le MMS, c'est d'abord le gendarme de l'industrie pétrolière. Il doit inspecter les plateformes et contrôler les forages avec 2 objectifs, la protection de l'environnement et la sécurité. Le rôle de MMS est de s'assurer que le forage s'effectue d'une manière responsable pour l'environnement. Le Congrès et le MMS ont créé une liste de points à vérifier pour s'assurer que le forage se passe en toute sécurité. La réalité quotidienne dans le golfe du Mexique est bien différente. L'enquête du Congrès sur Deepwater Horizon a montré de grosses failles dans le fonctionnement de l'agence. MMS a bien respecté le calendrier des inspections. Mais ils envoyaient des gens qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. L'une des dernières inspections a été effectuée par un débutant. Et je crois même que c'était la première fois qu'il faisait une inspection tout seul.
Selon la réglementation, le MMS devait s'assurer régulièrement du bon fonctionnement des machines les plus sensibles. Sur Deepwater Horizon, ça n'a pas toujours été le cas. Certaines règles n'ont pas été respectées. L'une d'elles, que je trouve très importante, est que le blowout preventer, la valve de sécurité si vous préférez, devait être vérifié et certifié tous les 3 à 5 ans. En cause, l'énorme valve de sécurité du Deepwater Horizon pesant 450 tonnes. Aujourd'hui sous scellé au FBI, elle n'a pas fonctionné. Il se trouve qu'elle n'avait pas été révisée. La valve était vieille de 10 ans et elle n'avait pas été certifiée depuis 10 ans. MMS n'a pas demandé le certificat. Pendant les auditions, il y avait le témoignage de l'homme chargé des inspections à l'antenne du MMS à la Nouvelle-Orléans. Il n'était même pas au courant de la règle. Le MMS n'est pas seulement le gendarme des compagnies pétrolières. Il a une autre mission. Il attribue au nom de l'État américain les concessions qu'exploitent les pétroliers en mer, au large du Texas, de la Louisiane ou de l'Alaska. C'est un commerce qui rapporte très gros aux caisses de l'État fédéral, 14 milliards de dollars par an. En réalité, l'agence fait donc 2 métiers. Elle contrôle les industriels, dont par ailleurs, elle reçoit de l'argent. Une double casquette qui n'est pas sans danger, elle peut être à l'origine de conflits d'intérêts. C'est ce que dénonce un ancien responsable de l'agence fédérale, qui a travaillé ici, au QG du MMS de la Nouvelle-Orléans. Aujourd'hui à la retraite, il nous a donné rendez-vous chez lui, à une 40aine de kilomètres de la ville. Pendant 8 ans, Hammond Heave a été chargé des questions environnementales et il n'a jamais fait la moindre étude approfondie sur les conséquences éventuelles d'une marée noire. Du fait de leur relation étroite, difficile pour le MMS d'embêter les pétroliers avec des soucis d'environnement. Un jour, lors de notre réunion hebdomadaire, j'ai demandé au directeur régional quelle était l'éventualité d'une grosse explosion de plateforme et d'une marée noire en eau profonde. Il m'a répondu « Demandez aux ingénieurs ». Je suis allé poser la question aux ingénieurs et ils m'ont dit « On vous répondra plus tard ». Au bout d'un mois, l'ingénieur en chef m'a dit que c'était impossible, qu'il n'y avait aucun risque. Alors, puisqu'on m'a affirmé qu'il n'y avait aucun risque, on n'a pas fait d'études sur les conséquences d'une telle catastrophe. Empêtré dans ses contradictions, le MMS voulait selon Hammond faciliter à tout prix les forages, alors qu'il était aussi censé les surveiller. Si on devait prendre en compte la possibilité d'une explosion avec la prévention et les conséquences que cela implique, ça coûterait beaucoup d'argent à l'industrie. Ils auraient besoin de nouveaux équipements, il faudrait concevoir de nouveaux appareils, ils auraient besoin de plus de salariés, de bateaux, de formation. Ça ralentirait la production. L'industrie ne voulait pas de cela, et le MMS non plus. Pendant des années, le MMS s'est contenté de demander aux compagnies de vagues plans de secours en cas de marée noire. Voilà celui que BP a fourni à l'agence fédérale en 2009, un an avant l'accident. C'est l'un des meilleurs exemples de l'absurdité de ce que faisait BP MMS. Dans l'un des documents environnementaux pour le golfe du Mexique, BP avait dressé une liste des animaux qui seraient touchés potentiellement par une marée noire. Le document est truffé d'inexactitudes. Parmi les scientifiques à contacter, par exemple, il y a Peter Lutz, un expert en tortues de Miami. Problème, il est mort depuis 4 ans. Et sur la liste des animaux qui pourraient être menacés, on trouve le lion de mer et le morse, 2 espèces introuvables dans le golfe du Mexique depuis l'époque préhistorique. BP a clairement fait un copier-coller d'un document qui concernait l'Alaska. Ils ont changé quelques petites choses, oublié d'enlever le morse. Personne n'a regardé sérieusement ce document. Plusieurs espèces animales ont en revanche bel et bien été touchées par la marée noire. Des milliers d'oiseaux, toutes sortes d'espèces de poissons et de crustacés, dont le golfe du Mexique est particulièrement riche. Comment expliquer un tel laxisme de l'agence en charge de surveiller l'industrie du pétrole? Une enquête interne du ministère de l'Intérieur, réalisée en 2008, livre une partie de la réponse. L'inspection générale du ministère de l'Intérieur, qui contrôle MMS, a révélé à plusieurs reprises que l'agence a été corrompue.
L'exemple le plus flagrant remonte à l'époque de George W. Bush. Mise en cause par une enquête interne, une antenne du MMS dans le Colorado. Un rapport rendu en 2008 dénonce des pots de vin versés par les compagnies pétrolières à des salariés du MMS, sous forme de cadeaux. Les montants sont peu importants, mais la pratique est strictement interdite. L'enquête évoque un climat de connivence entre agents du MMS et pétroliers et révèle que des fonctionnaires ont consommé de la cocaïne et de la marijuana et eu des relations sexuelles avec des membres de l'industrie pétrolière. Quelques mois plus tard, dès son arrivée au pouvoir en janvier 2009, Barack Obama nomme un nouveau ministre de l'Intérieur, Ken Salazar, en charge de faire le ménage au MMS. Dans la capitale américaine, au quotidien Washington Post, la journaliste Juliette Elperin suit le dossier MMS depuis plusieurs années. Quelques semaines après sa nomination, le nouveau ministre de l'Intérieur, Ken Salazar, est parti avec son adjoint et l'inspecteur en chef au Colorado pour s'adresser aux salariés de MMS qui gèrent le forage. Il a dit littéralement « Il y a un nouveau shérif dans la ville ». Il voulait clairement faire comprendre que la nouvelle administration allait être intraitable avec la corruption et qu'elle allait imposer des critères éthiques plus stricts à son personnel. Mais l'arrivée du shérif d'Obama ne règle pas tous les problèmes, loin de là. 18 mois plus tard, un nouveau rapport interne sur le MMS fait la une de la presse. Cette fois-ci, c'est le bureau de la Louisiane qui est pointé du doigt. Comme au Colorado, de nombreux salariés de l'agence auraient accepté des cadeaux de l'industrie pétrolière, billets pour des matchs, voyages, parties de chasse ou de pêche. L'enquête relève un climat de copinage incompatible avec les missions de l'agence. Du propre aveu d'un responsable du MMS, presque tous nos inspecteurs ont déjà travaillé pour l'industrie sur des plateformes. Malgré l'évocation de plusieurs cas de corruption, jusqu'à aujourd'hui, un seul salarié a été licencié et poursuivi par la justice. Nous avons voulu savoir si cet homme, incriminé, était vraiment le seul fautif. De retour à la Nouvelle-Orléans, nous décidons de poser la question au siège local du MMS à une des responsables de la communication, en caméra cachée. À qui je peux m'adresser ici pour savoir si le problème a été résolu? Don Howard a-t-il été un cas isolé ou la corruption est-elle très répandue ici? C'est le ministère de l'Intérieur qui gère ça. C'est le ministère de l'Intérieur qui gère toutes les questions sur notre réorganisation et l'enquête sur le Colorado. C'était juste un cas isolé? Certainement isolé. Oui, certainement isolé. Visiblement gênée, la dame n'en dira pas plus. Pour avoir la version officielle du MMS, retour à Houston, au Texas. La direction de l'agence fédérale nous a donné rendez-vous au cœur de la ville, dans cet hôtel, où elle tient une conférence sur l'avenir du forage. Après la marée noire, le MMS a été la cible de toutes les attaques et il s'est engagé à se réformer. Pour l'instant, il a changé deux choses, son nom et son directeur, Michael Bromwich, un ancien procureur fédéral. Est-ce que vous pouvez garantir que toutes les brebis galeuses sont parties ou ont été mises à la porte? Je pense qu'aucun patron dans le secteur public ou privé peut donner cette garantie. La nature humaine est telle qu'elle est, et chaque société possède un certain nombre de salariés qui ne font pas ce qu'ils sont censés faire, et même un petit pourcentage qui ferait pire que ça. L'homme est très prudent. Il sait qu'il a affaire à forte partie. L'industrie pétrolière est un État dans l'État aux États-Unis. L'industrie pétrolière ne veut pas s'imposer de nouvelles règles strictes, car ça va coûter de l'argent de les appliquer. Certaines seront difficiles à mettre en place. Des règles vont peut-être leur ralentir le forage. L'industrie pétrolière pense que les règles doivent être limitées, que les compagnies sont capables de s'autogérer, y compris sur les questions de sécurité. Pour tenter de réaffirmer l'autorité de l'État fédéral, la Maison-Blanche a suspendu temporairement cet été tout nouveau forage en eau profonde dans le golfe du Mexique et a promis de nouvelles réglementations. La décision a provoqué un tollé chez les pétroliers. C'est le cas de Lawrence Swenson,
Un des patrons d'une petite société pétrolière, Marlin Energy. Aujourd'hui, il se rend sur l'un de ses 5 sites en exploitation dans le Golfe. Nous allons à île Eugène numéro 202. C'est à une 50aine de kilomètres de la côte de la Louisiane. Marlin est en train de faire des réparations pour exploiter à nouveau le puits. Île Eugène 202, c'est le nom de cette concession attribuée par le MMS. Un puits qui produit 1000 barils de pétrole par jour depuis 6 ans, sans incident majeur. Sûr de son savoir-faire, le pétrolier est très opposé à toute réglementation supplémentaire. Washington a mis son nez dedans et ils exigent que les nouveaux permis de forage respectent certains critères. Mais ils ne les ont pas encore définis. Alors les sociétés comme les nôtres envoient les demandes de permis, ces permis sont rejetés, mais ils sont incapables de nous dire pourquoi. Avant, pour les permis du Golfe du Mexique, nous n'avions pas besoin de faire des analyses environnementales. Et maintenant, ils essaient de déterminer quel permis nécessite une analyse ou pas. De nouvelles règles, c'est perdre du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et de l'argent, Laurent s'en perd pour l'instant sur cette plateforme. Nous avons eu des problèmes sur ce puits. Au départ, nous avons pensé que ça prendrait 20 jours avant de trouver le pétrole. Mais aujourd'hui, ça fait 40 jours à cause des difficultés. Alors nous sommes déficitaires, mais on s'attend à terminer dans quelques jours. Quand le pétrole ne coule pas, vous perdez combien chaque jour? À peu près $70 000 par jour. Ce n'est pas négligeable. Non, et nous avons hâte d'entendre à nouveau le bruit du tiroir-caisse. Mais les plus inquiets pour l'avenir, ce sont ces ouvriers. Car la suspension de l'exploration peut avoir des répercussions sur l'ensemble de l'industrie pétrolière dans la région. Arnold fait partie de la 60aine d'hommes qui appellent cette plateforme leur deuxième maison. Voici l'une de nos chambres luxueuses. On appelle ça une suite. Il y a une autre chambre et des toilettes séparées. Vous pouvez aussi aller à la cantine, la salle de télévision, où vous voulez. Depuis combien d'années vous vivez et travaillez sur des plateformes pétrolières? À peu près 33 ans. Ça vous plaît? Je ne sais pas encore. Ouais, j'aime bien, j'ai fait ça toute ma vie. Ça me plaît bien. J'aime bien être ici avec les gars. Ce n'est pas facile d'être éloigné de sa famille, mais on est un peu comme une famille ici. On mange bien ici? Pas mal, venez voir. Ici, c'est notre cantine. Hey Hal, qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Alors, on a du poisson frit, du crabe, des huîtres, des frites, des cuisses de grenouille. Ça a l'air bien, ça sent bon en tout cas. Ah, merci. Je croyais qu'il n'y avait plus de poissons dans le golfe après la marée noire. On a acheté ça avant. Vous êtes inquiet pour votre travail? C'est toujours inquiétant. Si le forage s'arrête, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur boulot. Ce sera difficile, car nous avons tous des familles à nourrir. C'est pour ça qu'on est là. Je suis très inquiet. Ça fait 30 ans que je fais ce métier comme mon collègue. C'est notre travail. On ne peut pas accepter qu'ils arrêtent le forage dans le golfe du Mexique. Arnold et son collègue ne sont pas seuls. C'est la plupart des habitants de Louisiane qui partagent leur inquiétude. Ce soir, dans un bar de Nouvelle-Orléans, des supporters attendent leur candidat pour les élections de mi-mandat au Congrès. Le public a beau être démocrate, favorable au président Obama, tout le monde est unanime. Ralentir la production du pétrole dans l'État serait une catastrophe. Il n'y a pas que les gens qui travaillent dans l'industrie du pétrole qui seront touchés. Il y aura un effet boule de neige sur toute l'économie. Ils dépenseront moins dans les restaurants, dans les bars, ils investiront moins dans leur maison. Ça touchera beaucoup de monde partout dans notre État.
On ne peut pas demander à un État qui a une telle tradition de pétrole et de gaz et une économie tellement liée à ça, on ne peut pas lui demander du jour au lendemain de laisser tout tomber. Laisser tomber quoi? Alors pourquoi les Français ne laisseraient pas tomber le camembert ou je ne sais quoi? Arrêter le vin rouge et oublier le Bordeaux. À 21h, c'est l'arrivée du candidat Charlie Mélenchon, un démocrate qui brigue un siège au Sénat. Il est à l'aise au milieu de ses partisans. Et pourtant, il est assis entre deux chaises. Il critique presque autant le président Obama que BP. C'est difficile pour moi d'expliquer aux gens en poste à Washington que même en étant jusqu'aux chevilles dans le pétrole sur les plages de Grande-Île, je supplie le président de mettre fin à cette suspension de l'exploration qui nous fait souffrir. On prend le risque de relancer le chômage alors que l'État de Louisiane est un des rares qui est en bonne santé économique. BP, ça veut dire bad player en anglais, mauvais joueur. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un mauvais élève et toute la classe est punie. Le candidat Mélenchon accable BP, mais en réalité, il soutient l'industrie pétrolière. Ce qu'il oublie de dire, c'est que comme son rival républicain, il reçoit de l'argent des compagnies. Votre campagne a été financée par l'industrie du pétrole? Je suis sûr que j'ai reçu des dons de leur part, mais bien moins que mon rival David Vitter. Il ne s'agit pas de favoritisme. Cet argent leur sert juste à défendre leurs préoccupations. Tout à fait légalement, Mélenchon a touché environ 70 000 $ de l'industrie du pétrole pour cette élection. Son opposant républicain, 300 000. Démocrate ou républicain, le monde pétrolier parie sur tous les candidats en Louisiane. Et pas seulement en Louisiane. Retour à Washington. Une ONG indépendante traque depuis 25 ans les dépenses politiques de 130 secteurs économiques aux États-Unis. Selon Dave Leventhal, l'industrie pétrolière est depuis toujours dans le palmarès des plus importants lobbies qui influencent la politique américaine. De toutes les industries qui font du lobbying auprès du gouvernement, le lobby du pétrole est depuis toujours l'un des plus grands. Il dépense le plus d'argent. Il a une véritable armée de lobbyistes qui travaillent pour eux à Washington. Et souvent, ils embauchent des gens extrêmement talentueux qui ont déjà travaillé pour le gouvernement et qui ont une connaissance parfaite de son fonctionnement. Et ça peut vraiment aider quand vous voulez obtenir quelque chose des membres du Congrès. Selon les chiffres publics, les pétroliers ont dépensé en 2009 175 millions de dollars en colloques, publicités, relations publiques, opérations diverses. Un record historique. Et pour influencer les lois, il n'y a pas mieux que de trouver un allié à la Maison-Blanche. George Bush père a fait sa fortune dans le pétrole. Avec son élection en 1989, les pétroliers ont renforcé leur pouvoir. Le fils a été cadre dans une société pétrolière avant de devenir président. Il s'est entouré de collaborateurs du même milieu, notamment son vice-président, Dick Cheney, un des patrons d'une société de BTP qui travaille pour les pétroliers. C'est sûr que le lobby pétrolier a été un gros contributeur de l'administration Bush. Par exemple, lorsque l'Institut américain du pétrole, le groupement le plus important du lobby, a présenté à l'administration de George Bush sa liste de recommandations bien évidemment favorables à l'industrie, la Maison-Blanche en a appliqué plusieurs. La famille Bush est loin d'avoir été la seule bénéficiaire des largesses de l'industrie pétrolière. À chaque élection, des dizaines de candidats reçoivent des dons des pétroliers. Mais depuis la marée noire, le phénomène est devenu tabou dans les couloirs du Capitole. Voici le mail que nous a adressé un bureau de lobbyistes avec lequel nous voulions filmer dans les locaux du Congrès. Il n'y a pas beaucoup de membres du Congrès qui acceptent en ce moment d'être filmés en compagnie d'un lobbyiste du pétrole. En revanche, le lobbyiste a accepté de répondre à une interview. Lee Fuller travaille pour l'IPA, l'Association des pétroliers indépendants. Cette année, son association a investi près de 200 000 $ dans les campagnes des candidats, surtout dans des scrutins où son intervention peut faire basculer l'élection. Nous nous intéressons aux élections où il y a une vraie compétition.
Nous privilégions les matchs serrés. Nous investissons sur les candidats qui soutiennent au risque de soutenir nos objectifs. Au total, 31 États ont des réserves de pétrole sur leurs terres ou sur leurs côtes. Autant d'élections où l'industrie pétrolière doit coûte que coûte séduire les candidats. Mais Lee Fuller se défend de vouloir acheter des soutiens. C'est vraiment juste une question de pouvoir présenter nos préoccupations. Nous essayons d'expliquer les faits tels que nos membres les perçoivent aux membres du Congrès. Le lobby pétrolier s'appuie historiquement sur les républicains. En 2008, par exemple, les démocrates ont reçu 3 fois moins d'argent que leurs concurrents. Mais cela commence à changer. Aujourd'hui, nous avons des démocrates à la Maison-Blanche, au Sénat et à la Chambre des représentants. Et même si l'idéologie d'une industrie est plus liée à un parti qu'à un autre, dès qu'ils décident qu'ils doivent travailler avec le parti au pouvoir, ils essaient de les influencer avec leur lobbying, mais aussi avec les dons aux candidats. Même le président Obama n'a pas échappé à l'influence des pétroliers. Cet été, nous avons assisté à l'une de ces réunions publiques à la Nouvelle-Orléans. Le président Obama avait choisi une université pour commémorer le 5e anniversaire de l'ouragan Katrina. Et à cette occasion, il n'avait pas hésité à fustiger BP. And from the start, I promised you 2 things. One is that we would see to it that the leak was stopped. And it has been. The second promise I made was that we would stick with our efforts and stay on BP until the damage to the Gulf and to the lives of the people in this region was reversed. And this, too, is a promise that we will keep. We are not going to forget. We are going to stay on it until this area is still recovered. Apparemment, devant ses supporters, le président n'est vraiment pas du côté des compagnies pétrolières. C'est aussi le discours qu'il tenait il y a 2 ans en tant que candidat. À l'époque, en 2008, l'industrie pétrolière rêvait d'agrandir ses zones de forage. Elle voulait obtenir le droit de forer du pétrole au large de la côte Est et de la Floride, ce qui était alors interdit. Face aux ambitions des pétroliers, le candidat Obama affichait un discours très ferme. When I'm president, I intend to keep in place the moratorium here in Florida and around the country and that prevents oil companies from drilling off Florida's coasts. That's how we can protect our coastline and still make the investments that will reduce our dependence on foreign oil and bring down gas prices for good. Mais en mars 2010, Barack Obama, devenu président, change radicalement de discours. So today we're announcing the expansion of offshore oil and gas exploration. We'll employ new technologies that reduce the impact of oil exploration. We'll protect areas that are vital to tourism, the environment, and our national security. Le président annonce qu'une partie de la côte Est, notamment la Floride, est dorénavant ouverte à l'exploration pétrolière, exactement l'inverse de ce qu'il disait auparavant. Ironie du calendrier, c'était 3 semaines avant l'explosion de Deepwater Horizon. Alors pourquoi le président a-t-il retourné sa veste? Première hypothèse, il aurait fait un deal. Le président Obama aurait lâché sur les forages pour obtenir le soutien des républicains à son plan climat. Au Sénat, c'est serré, parce que les républicains ont plus de pouvoir. C'est une certitude. Il est impossible de faire passer une loi majeure au Sénat sans se mettre un certain nombre de républicains dans la poche. Ces votes ont un prix, et une partie du prix, c'était le forage en eau profonde. Autre hypothèse, le président Obama aurait été influencé par le lobby pétrolier. C'est l'explication de l'écologiste Bill Snape. Le fait que le président ait reçu des dons de la part de l'industrie du pétrole et du nucléaire, particulièrement de BP, car oui, le sénateur Obama a bien reçu de l'argent de BP, eh bien cela a clairement influencé sa politique. Il réfutera, il réfute tous. Mais si vous recevez des dizaines de milliers de dollars d'une industrie, comment pouvez-vous refuser de les prendre au moins au téléphone? Bien sûr que vous allez le faire. Selon des documents publics, le candidat Obama a reçu en 2008 plus de 900 000 $ en contribution de campagne de la part du lobby pétrolier. Malheureusement,
Obama n'est pas le mec 100% droit et honnête qu'il prétend être. Notre président tenait un double langage. Il essayait de plaire à tout le monde, d'une manière pas très franche. La décision du président Obama a choqué jusque dans les rangs de son propre parti. Le représentant John Garamendi, un démocrate de Californie, a été parmi ses critiques les plus virulents. D'autant que le deal sur le changement climatique n'a jamais abouti. Je suis certain que le président s'est dit « Pourquoi je n'ai pas attendu 3 semaines ?» Le président a fait une erreur. Il a fait une erreur politique et stratégique. À la suite de l'accident de Deepwater Horizon, le président est revenu sur sa décision. La côte Est est redevenue une zone protégée des forages. Fin août, nous retournons à Grand Île, en Louisiane. Cela ne fait que quelques jours que la pêche à la crevette est réouverte pour la première fois depuis la catastrophe. Visiblement, la marée a été bonne. Nous retrouvons Dean Blanchard, le mareyeur. Alors Dean, c'était comment la pêche aujourd'hui? Ça va, vu le peu de bateaux qui sont sortis en mer. Combien de bateaux vous avez eu aujourd'hui en comparaison d'une journée normale? 3 bateaux sont rentrés au port ce matin. En temps normal, il y en a 50, 60. Ça représente quel pourcentage du chiffre d'affaires habituel? 5-6%. Les quantités sont modestes par rapport à la pêche habituelle, mais Dean se montre rassuré par la qualité. Tout est normal. C'est une crevette de taille moyenne. Nous avons appris à l'école comment détecter l'odeur du pétrole. Et là, il n'y a pas de traces de pétrole. Les crevettes sont bonnes. Tout a l'air normal. Le goût est très bon, croyez-moi. On en mange tous les jours. Pas de problème. Tout le monde ne partage pas son optimisme. Selon un récent sondage, 54% des Américains se méfient de la qualité de la pêche dans le golfe du Mexique. Et de nombreux scientifiques s'inquiètent pour les conséquences à long terme sur la faune et la flore du fond du golfe. Malgré ces interrogations, pas sûr que l'Amérique soit prête à guérir de son addiction au pétrole.